Bonjour à tous les amis et bienvenue sur la chaîne Livre Ésotérique Ancien. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour la lecture du vendredi. Donc comme vous le savez, pour ceux qui sont abonnés et qui connaissent la chaîne, il s'agit de lecture de revues anciennes, donc des articles qui sont issus de revues des années 1840 à 1915 à peu près. Alors, pour aujourd'hui, on va voir le texte d'Ernest Bosque qui nous parle des forces de la nature. Donc on avait déjà eu un texte, je crois un ou deux concernant le feu et autres. Là c'est complètement différent en ce qui concerne ce texte-là. On va avoir justement un suivi d'un autre texte qui s'appelle La différence graphique du docteur Baraduc, puisque Ernest Bosque ici va nous parler justement de cette partie. Donc c'est quelque chose qui va être, vous allez voir, assez scientifique. Et puis, j'ai décidé maintenant dans les lectures du vendredi, quand c'est possible, de vous ajouter, vous savez, à la fin de la lecture, une petite annonce du même journal ou une petite actualité. Là, c'est assez rigolo, je vous ai trouvé une actualité qui concerne le transfert d'une momie d'un pays à un autre, donc c'est tout petit. Mais voilà, c'est assez rigolo, donc restez à la fin, vous aurez, ou si vous vous ennuyez pendant la lecture, vous avancez la lecture, hop, jusqu'à cette étape à la fin, et vous allez voir, c'est assez rigolo, c'est-à-dire, c'est quelques lignes, hein, mais c'est pour vous montrer un petit peu comment ça se passe à cette époque, parce que j'aime bien moi-même m'immerger un petit peu dans cette période, je trouve ça toujours assez rigolo. Donc là, on a un texte qui est issu de La Curiosité, donc qui est une revue de 1895 en avril. Donc La Curiosité, pour rappel, appartient à Ernest Bosque, justement. Voilà, donc là c'est lui qui va écrire, et on aura le texte de Baraduc juste après. Alors, c'est le jour où mon voisin a décidé, en fait, pour vous dire, j'ai deux voisins que j'adore, franchement je les adore, mais ils adorent bricoler leur voiture, et là j'en ai un qui bricole sur sa voiture, donc heureusement que j'ai un micro qui isole ça, parce que il fait des essais moteurs, c'est juste insoutenable. Voilà, bon ça va, on n'est pas au week-end, mais voilà. Et je précise, je dis ça, mais je les adore, hein, clairement. On a de très bons rapports. Mais bon. Les forces inconnues de la nature. Nous lisons dans L'Étoile, donc L'Étoile qui est un autre livre, qui est une autre revue de l'époque. On aura peut-être quelques textes dessus. Ah oui, je rappelle pour ceux qui arrivent sur la chaîne, il s'agit de lecture commentée. Donc c'est un petit peu le principe de la chaîne. Donc, vous prenez ce qui résonne en vous et vous laissez de côté ce qui ne résonne pas. Voilà. Nous lisons dans L'Étoile, numéro de mars, un article extrêmement intéressant du docteur Baraduc. Les faits révélés par le savant, puisque c'est un scientifique, ont une importance exceptionnelle et pourront amener à des découvertes inimaginables. Cette courte étude est une véritable révélation. Elle explique une foule de faits jusqu'ici inexplicable dans le domaine psychique. Elle démontre la force de la volonté, elle fait entrevoir la possibilité de construire des machines telles que les a décrites Keely. Alors je pense que c'est Keely, c'est K-E-E-L-Y, sur le compte duquel on a tant plaisanté. Elle démontre le fluide des magnétiseurs et confirme par ses faits patents saisissable la puissance matérielle de la pensée et de la volonté. On avait déjà fait quelques articles un petit peu dans ce domaine. Après, je prends un petit peu ce qui passe et il y a d'autres choses. Je pensais avoir plus de thèmes un peu plus proprement dit occultistes quand même sur les revues, mais je voulais changer du voile d'Isis. La même étude du docteur Baraduc explique les précipitations opérées par les adeptes et confirme une véritable révolution dans la librairie et l'imprimerie, qui nous a été prédite il y a plusieurs années, entre parenthèses 3 ou 4 ans. Nous avons appris en effet, par un haut sensitif, qu'il surviendrait bientôt une révolution totale en l'imprimerie, que l'auteur imprimerait lui-même directement sa pensée, comme sur une plaque photographique, et cela en autant d'exemplaires qu'il le désirerait et ferait d'un seul coup le texte et l'illustration de son œuvre. Tiens. Alors, on va voir si ça nous parle. Est-ce que jusqu'à aujourd'hui, est-ce qu'il y a quelque chose qui remplacerait ça? Qui serait dans cet ordre? À voir.
L'une et l'autre seraient tracées sur la glace photographique à la manière noire ou en photogravure. Les livres n'auraient plus l'aspect qu'ils ont aujourd'hui. Ce seraient des volumina roulés comme ceux des anciens et seraient enfermés dans des étuis cylindriques en carton. Nous avouons n'avoir pas bien compris la chose au moment où la communication nous fut faite. Mais aujourd'hui, grâce aux découvertes du docteur Baraduc, mis sur la voie par le commandeur russe Jodko, nous commençons à entrevoir et comprendre la possibilité de la chose. Bon. Aujourd'hui, les livres, on les a dans des petites machines et des petites boîtes, via Internet, beaucoup, ou dans des disques durs, des clés USB. Donc il y aurait un médium qui aurait vu que faut voir. Après, forcément, ça changerait, mais il faut voir. Il parle peut-être d'autre chose. Donc là, c'est signé Ernest Bosque, et il nous met l'étude du docteur. Donc on va pouvoir voir un peu plus précisément de quoi il parle, et savoir si on a un rapport par rapport aujourd'hui en termes de médiumnité, est-ce que c'est justifié, ou s'il s'agit de tout à fait autre chose. Donc l'étude du docteur Baraduc s'intitule « Différences graphiques des fluides électriques vital-psychiques ». Alors là, vous allez voir, j'ai repris plusieurs fois la phrase, mais elle est mal construite. Je vous la lis telle quelle. Et il y a une annotation à l'intérieur, je vous la donnerai juste après. Le fluide électrique, se graphiant sur une plaque lumière dans l'obscurité par sa propre vibration. D'après les expériences du commandeur Jodko et les nombreuses épreuves qu'il m'avait remises à ce sujet, j'ai commencé une série d'expériences pour savoir si le fluide vital qui mettait en mouvement l'aiguille d'un biomètre aurait aussi la faculté d'enregistrer ses vibrations sur une plaque lumière, s'il présenterait une graphie particulière spéciale qui permit de différencier celle de l'électricité. Donc en gros, c'est qu'il manque un verbe au-dessus, donc c'est un petit peu particulier. Ou alors il fait un point et il reprend. Donc là, on a une petite annotation d'Ernest Bosque qui met « On désigne ainsi des plaques préparées par Monsieur Lumière, de là leur nom ». Donc c'est pour ça que c'est les plaques lumière. Donc là, l'idée c'est d'observer avec des plaques, sur des plaques, s'il y a justement une graphie particulière qui s'installe par rapport à l'énergie fluidique, donc à l'énergie vitale, donc par rapport au mouvement d'aiguille du biomètre, si justement ce mouvement d'aiguille a la faculté d'enregistrer ses vibrations sur cette plaque. Et si justement cet enregistrement de vibrations est différent de l'électricité. En un mot, pouvait-on obtenir la propre signature du mouvement vibratoire de la force vitale? Dès l'hiver 93, donc 1893, je pus après quelques tâtonnements parvenir à constituer une méthode d'extraction électronégative du fluide humain, basée sur la faculté que possède le fluide de traverser une plaque de verre et d'impressionner rapidement la couche sensible d'arrière en avant, ce que ne peut faire l'électricité. Celle-ci, obligée de contourner les rebords du verre, vient se graphier en pinceau très distinct sur les bords de la plaque dont le centre est occupé par les vibrations fluidiques vitales ou les manifestations de l'invisible. Voici les caractères distinctifs des différents graphies. Il dit bien différents. Il y a des fautes en fait dans le texte. Le fluide positif de la machine statique se graphie par des irradiations très abondantes, un chevelu très fourni, présentant le caractère expansif au plus haut degré. Le fluide négatif se traduit par une opacité laiteuse, contractive sur elle-même et d'aspect uniforme. Tout autre sont les différents graphies du fluide vital humain, cosmique, psychique et celle des forces encore non classées. Par cette méthode d'extraction électrostatique négative, que l'on peut dire d'appel, le fluide vital soustrait et vibrant, la plaque se présente sous la forme d'un nuage pommelé présentant par place des points nettement arrondis. Bon, vous voyez les phrases, il y a des choses, des constructions un peu bizarres. Ces boulets électrovitaux, donc là on va avoir une petite annotation d'Ernest Bosque, je vous la lis juste après. Ces boulets électrovitaux dont j'ai entretenu la société d'électrothérapie en juin 1894, réunis ou indépendants les uns des autres, ressemblent à de petits astres élémentaires lancés dans l'espace. Alors la notation c'est
Ces boulets électrovitaux sont aperçus par les hauts sensatifs. Je pense qu'il fait une faute d'orthographe. Ils ont l'apparence de lait caillé qui commencerait à entrer en fermentation et par conséquent à se désagréger, c'est-à-dire qui se décomposent en parties très claires, comme de l'eau, et des parties solides, qui se détacheraient de la masse. Un haut sensitif les a même comparés à de petits flocons de ouate gélatineuses, plus ou moins opaques. Les sensitives voient souvent ces flocons au début de la formation d'une forme éthérée. Voilà, ça c'était la petite annotation de Bosc. On prend le texte. Certains clichés montrent leur production, leur individualisation personnelle, poussée jusqu'à la séparation d'avec la masse fluidique et leur mouvement dans l'espace attesté par la zone de vibration lumineuse qu'ils laissent derrière eux comme de petites comètes. D'autres clichés figurent leur rapport avec des centres d'électricité positive ou négative, la façon dont se comporte cette force vitale, les éclatements que subissent les boulets et leur fusion avec des centres plus puissants qu'eux. La force vitale cosmique s'est présentée sous des aspects qu'on pourrait comparer à un tissu réticulé, un voile à mailles au tissu cellulaire ou dynamique, à du frais de grenouilles latence, de mondes ou d'êtres sur lesquels l'électricité et l'esprit ont toujours une action. Arrivé à ce point de mes recherches, il était intéressant de savoir si les émanations fluidiques de la main pourraient être reçues par une plaque sans le concours de l'électricité comme moyen vecteur de l'ode. En juin de l'été 1894, pour la première fois, j'ai pu constater scientifiquement, attendu, que toute opération et manipulation technique fut faite par moi, les émanations de la main placées au-dessus d'une plaque mais sans contact avec elle. Cette main impressionnait fort la plaque de sa vivante vibration et donnait un cliché. Ces expériences, les premières du genre, je tiens à le constater, furent faites chez monsieur le commandant d'Arguet dans sa cave, avec le concours de madame d'Arguet et de monsieur Cotte. Je les ai reprises depuis, mais les premières ont été faites à Versailles. La conclusion est donc que cette force vitale humaine a une vibration capable d'influencer une plaque de photographie sans la nécessité d'avoir recours à la vibration électrique. C'est la vibration audique spontanément perçue et enregistrée par la plaque sur laquelle s'inscrit cette vibration, tandis que cette même vibration met en mouvement l'aiguille du biomètre, après avoir traversé les cuirasses protectrices et le verre de l'instrument dans un sens attractif analogue à la méthode d'appel, ou dans un sens répulsif, analogue à la méthode de projection. Cette dernière méthode était destinée à faire intervenir l'influence de la volonté et à différencier, s'il y avait lieu, le fluide psychique projeté avec les autres graphies. La force psychique se présente sous la forme de petits éclats projetés, un sémillé de semoule ayant une puissance vibratoire assez grande pour volatiliser par petits points la plaque sensibilisée et y creuser des petits trous allant jusqu'au verre. Au cours de ces expériences, je fus amené à créer un procédé tout nouveau de projection d'images et à constater que l'esprit créateur d'une icône fluidique intracrânienne peut être reçu sur une plaque qu'il a enregistrée. On a une petite annotation. Voilà d'Ernest Bosc, voilà un fait très important. Et au moment surtout où l'on vient de découvrir la photographie en couleur, car on peut ainsi espérer obtenir des peintures psychiques. Je relis ce qu'il disait là-dessus. Il disait, au cours de ces expériences, je fus amené à créer un procédé tout nouveau de projection d'images et à constater que l'esprit créateur d'une icône fluidique intracrânienne peut être reçu sur une plaque qu'il a enregistrée. Donc c'est-à-dire que il peut y avoir une émanation, donc vous pensez à quelque chose et vous pouvez le projeter avec votre main. Et vous savez, ça fait penser aux créations dans l'astral, ça. Mais là, le fait de voir ça ici, c'est très très étonnant. La première conséquence de cette méthode de projection électro-odo-psychique sur une plaque lumière fut de constater que ce que l'on appelle une image psychique formée par la concentration de l'esprit, l'imagination plus ou moins puissante, peut être projetée par la main, transmise par l'électricité positive et son mouvement vibratoire.
enregistrées par la plaque de telle façon que la volonté, après avoir créé, pouvait extérioriser l'image imaginée dans des conditions intéressantes à spécifier, mais dont l'étude met bien en relief la nature créatrice de l'esprit lumière. C'est que là, il y avait plein de virgules. Ainsi donc, un mélange proportionnel d'électricité comme vecteur de fluide vital, comme moyen de pensée volontaire ou de psychisme se manifestant, produit une image voulue, l'extériorise par la main, la projette sur le plan réceptif sans que les doigts ne bougent ou ne tracent de dessin. L'esprit créateur, par des intensités vibratoires différentes, accusant des ombres et des reliefs, comme l'estompe du dessinateur. Mais punaise les amis, c'était un article de 1895. Ça fait quoi? Ça fait 130 ans. 130 ans, on en a fait quoi de ça? C'est, je crois, une curieuse manifestation psychique que de voir comment la volonté d'un homme est assez intelligente et puissante pour que, sans mouvement corrélatif de la main, il estompe sur la plaque des intensités vibratoires et chimiques de telle sorte que l'épreuve présente des alternatives d'ombre et de lumière inverses à celles du cliché, car sur l'un, rien ne se perçoit à l'œil, tandis que sur le papier, l'image créée apparaît aux yeux. C'est toute une révélation manifeste de la puissance de l'esprit. C'est-à-dire qu'en gros, on aurait une machine qui serait capable de capter que quand on envoie une image de notre esprit, on peut envoyer quelque chose à travers la main qui pourrait recréer cette image. Non mais vous vous rendez compte? C'est passé où tout ça? Poussant la question plus loin. Alors, poussant la question plus loin, au point de l'intelligence, on a bientôt fini, de l'intelligence créatrice. Il est curieux de constater qu'à côté des choses voulues, perçues et créées, il en existe d'autres qui se manifestent spontanément et dont notre conscience n'a pas eu la perception, comme si l'on abordait les domaines supérieurs de l'intelligence extra-humaine. Il est curieux de constater qu'à côté des choses voulues, perçues et créées, il en existe d'autres qui se manifestent spontanément et dont notre conscience n'a pas eu la perception. Ok. C'est-à-dire que même moi, ce que ça me fait penser, c'est que même cette image pourrait être même encore mieux que juste ce que nous, on pense dans notre esprit. La loi d'antithèse m'a poussé à créer une méthode inverse, non plus par projection psychique de l'homme à la plaque, mais bien par appel de l'homme sur la plaque, du psychisme ambiant, de façon à ce que sur cette plaque vienne se graphier ce que l'espace ou l'invisible peut contenir de force inconnue en vibration. Cette méthode d'appel à l'invisible ouvre un champ tellement vaste et saisissant qu'après avoir obtenu une série de clichés un peu troublants, j'ai concentré mes recherches sur l'étude de la force vitale humaine et cosmique. Mais je dois ajouter, d'autre part, que j'ai eu de si belles preuves d'un psychisme supérieur extra-humain que, grâce à une collection de 80 clichés, il m'est permis de conclure à l'existence en dehors de l'homme de plans fluidiques, vitaux, psychiques et intellectuels dans le domaine de l'invisible, comme celui du visible. Et c'est signé Monsieur Baraduc. Donc, en gros, il fait quand même aussi, non seulement, c'est une technique extraordinaire, mais en plus, il arrive à prouver qu'il y a bien des éléments qui sont en dehors du plan matériel. Bon, on le sait déjà aujourd'hui, mais quand même, c'est quand même extraordinaire. Donc, je vous laisse faire vos déductions. On a beaucoup de choses dans on parle de force vitale, on parle aussi de projection mentale, mais également aussi de traduction de l'invisible. Donc, alors je vais pas m'étaler là-dessus, mais pour justement les personnes qui travaillent sur des zones de safe place, voilà, ça va venir conforter un petit peu votre travail et continuer les amis, parce que vous voyez déjà en 1895, pour moi c'est un article qui démontre que voilà, tout ça n'est pas vain. Donc je parle de ces personnes qui travaillent sur ce projet-là. Donc bravo, continuez comme ça. Et ici, on voit bien qu'il y a quand même des choses
qui témoignent de la réalité d'autres plans. Voilà, et de la création sur d'autres plans. Comme promis, je vais vous lire juste cette petite chronique concernant la momie. La momie, donc pareil, de la même date, on a en avril 1895, et on a quelques petites chroniques à chaque fois, Potin et autres. Donc qui sont des nouvelles diverses. Là, ce sera Pauvre Pharaon. Voilà. Donc, voici une histoire authentique. Un adjoint de M. Morgan au musée de Gizeh rentrait dernièrement au Caire avec une momie. Mais ne voulant pas la quitter, la mettre au bagage, l'administration du chemin de fer exigea qu'il prît un billet. Et voilà le vieux pharaon voyageant en première pour se rendre dans sa bonne vieille ville du Caire. Mais ce n'est pas tout à l'entrée de la ville, les hommes de l'octroi demandent à l'adjoint au musée, en désignant le roi d'Égypte emmailloté, que contient ce colis? Un pharaon, un colis. C'est ce que contient le colis. C'est déjà joli. Mais ce n'est pas tout. Une momie, dit le conservateur. Donc c'est une momie. Donc là, on lui répond, payez les droits. Quels droits? Il n'y en a pas. On cherche en effet dans la nomenclature des objets et l'on ne trouve pas d'article momie. L'employé, ne voulant pas lâcher sa proie, exige alors 2 piastres, tarif du poisson salé. Et le pauvre pharaon fit son entrée dans sa ville au Caire comme un poisson salé. Sic transitur gloria mundi. Voilà. C'est pour vous dire que c'est un petit peu comment ça se passait à l'époque, mais c'était rigolo. À l'époque, vous pouviez vous trimballer avec une momie sous le bras. Voilà. Et en plus, fallait payer une taxe de douane pour entrer dans le pays avec. Voilà. Donc c'était la petite anecdote. Il y en a quelques-unes comme ça, donc j'espère que ça vous plaira, j'essaierai d'en mettre régulièrement. Voilà, j'espère que ce texte vous a plu, que ça a pu servir à certains. En tout cas, même en termes d'expérienceurs et tout simplement aussi d'expérimentateurs scientifiques. Sachez qu'il existe donc des études à ce sujet. Renseignez-vous, vous pouvez partager sur la page si souhaitez. En pensant, en donnant vos commentaires et si les choses vous intéressent, donc il s'agit bien des études de Monsieur Baraduc, enfin du docteur Baraduc, et je pense qu'il y a certainement eu des choses complémentaires par la suite. Voilà, je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée en fonction de quand vous écoutez, je vous dis à bientôt, pensez à liker si vous aimez et vous abonner si vous voulez voir le flux tous les vendredis et les livres ésotériques le dimanche et de temps en temps le lundi. À bientôt sur la chaîne Livre Ésotérique Ancien.